Bonjour à tous, nous sommes samedi. Connaissez-vous une amitié de 25 ans? Vous avez des amis de 25 ans? C'est rare, c'est précieux. Gardez alors très fort cette amitié. À l'instar d'Yvan Le Bolloc et de Bruno Solo, tous les deux, ils font parfois un travail en solo et parfois un travail en binôme. Et en ce moment, ils sont au théâtre, et ça pour la première fois. Ils sont sur le plateau de Thé au Café, ce sont nos invités. Bonjour. Bonjour. Bonjour Catherine. Alors vous avez toujours deux pères là, actuellement en tout cas. Oui. Ouais. Ah oui, là, ça faisait 13 ans. 13 ans qu'on ne s'était pas retrouvés sur un projet professionnel commun. C'était Caméra Café. Exactement, c'était le dernier jour du dernier sketch de Caméra Café. On va jouer à celui qui connaît le mieux l'autre. Quel est celui qui a été adopté à 6 mois? C'est moi, mais c'est pas 6 mois, c'est... Ah si, c'est 6 mois, c'est ça. Vous le saviez ça, évidemment. Vous connaissez toute l'histoire? Je connais ce que m'en a dit Yvan, je ne suis pas intrusif. Là, on est quand même dans le domaine de l'extrêmement privé. L'adoption, c'est quelque chose que je connais en plus, moi, parce que j'ai adopté mon fils aîné, que j'élève depuis qu'il a 2 ans, mais il en a 17 maintenant. Donc voilà, donc c'est quelque chose, un sujet qui est sensible. Et puis Yvan, un jour, effectivement, nous tournions sur le top 50 ou plein de super, peu importe, il y a quelques années, donc une vingtaine d'années, et il m'a dit « je vais voir mon papa ». Je dis « mais je connais ». Parce que j'étais très copain avec son père, qu'un mec que j'admirais énormément, qui ressemblait beaucoup au mien. J'ai la chance que le mien soit toujours en vie. Et qui s'appelait Monsieur Le Bolloc. Voilà. Oui, et il m'a dit, mais en fait, moi, j'ai un père biologique. Et il est allé le voir en Bretagne, et puis après, il vous dira ce qu'il a envie de dire, mais ça m'avait beaucoup ému, beaucoup touché de découvrir ça sur le tard. Donc, il avait estimé que c'était le moment de me le dire, et avant, il ne me l'avait pas dit. Qu'est-ce qu'on ressent quand on rencontre son père biologique? Là, c'est un déferlement de sensations. Hein. Il y a plein de choses que vous vous dites. Vous dites, alors donc je viens de là, donc il aurait pu se manifester plus tôt. Vous le lui dites? Ah oui, oui, oui. Ah oui, ce genre de choses, ça se dit quand on a passé déjà du temps à le retrouver. Et puis c'est par vague. On essaye au sortir de l'adolescence. On essaye 5 ans après. Et puis. C'est une quête. Oui, oui. Alors, je pense qu'on ne peut pas vivre totalement apaisé sans savoir exactement d'où on vient. Donc, je mesure là la béance qui s'ouvre devant ceux qui n'ont pas eu la chance, l'opportunité de retrouver leur géniteur. Je me souviens que mon père biologique, donc, quand il m'a vu, il s'est levé et il s'est brisé la cheville. Alors, vous voyez, donc, bon, ça, c'est ce qu'il a ressenti, lui. Là, vous avez 25, enfin, pour lui, 25 ans de vie qui reviennent comme ça en pleine figure. Voilà, donc... Et de culpabilité, peut-être? Oui, de culpabilité, de non-dit, de regret. Oui, j'aimerais pas vivre ça. Faut être fou pour se mettre dans une mélasse pareille. Lequel ado a été très complexé? J'ai eu des moments complexes, mais je n'étais pas complexé. J'ai jamais ressenti un complexe particulier, ni social, ni physique. Ni physique, pas du tout. J'ai découvert très tard, en voyant mes potes grandir, que j'étais petit en fait. Mais parce qu'ils me dépassaient quand j'avais 16 ans. Je dis tiens, il est plus grand que moi. Mais j'ai pas de, bon, pas non plus minuscule. Hein, j'ai pas la taille de ceux qui nous gouvernent depuis une dizaine d'années maintenant. Et je fais 1m73, qui est une taille normale, qui rentre très bien dans le cadre d'un film d'ailleurs. C'est la taille idéale pour le cadrage caméra. Non, mais j'avais pas de complexe particulier. J'étais un garçon plutôt joyeux, plutôt à l'aise en société, grâce à des parents qui, encore une fois, je le répète, sont toujours là. Et je m'en réjouis chaque jour et je m'en inquiète aussi parce que tant qu'ils sont là, bon voilà, mais c'est une réflexion philosophique. Hein? Qu'est-ce que faisaient vos parents? Mon père était ouvrier dans le bâtiment, il était staffeur,
Ma maman ne travaillait pas, elle a travaillé plus tard quand ils se sont séparés. Ils n'ont jamais divorcé, mais ils se sont séparés. Ça fait 35 ans qu'ils sont séparés, mais ils n'ont jamais divorcé. Ils sont toujours mariés officiellement. Et c'était des gens plutôt gays, curieux, voyageurs, s'intéressant au théâtre, au cinéma, à la littérature, et qui, pour ma sœur et moi, étaient assez ouverts, avec des engueulades, avec tout ce qui est inhérent à une vie de famille, mais pas de non-dits, pas de choses, enfin des non-dits en tout cas, pas de non-dit suffisamment traumatisant pour que ça puisse m'empêcher de m'émanciper ou d'évoluer comme un petit garçon normal. C'est plus tard, quand j'ai eu mon choc, quand j'ai quitté le doux foyer familial que j'avais, Et là, vous avez touché le fond. dans lequel j'ai idéalisé un petit peu le monde à venir, celui que j'allais affronter en tant qu'adulte. Tu es parti à quel âge? Je suis parti à 19-20 ans. Et là, effectivement, j'ai pris pleine gueule la violence à laquelle je ne m'attendais pas. J'avais été peut-être, si ce n'est trop protégé, mais trop rassuré ou trop entouré ou trop accompagné. Je dis trop sciemment, hein, parce qu'on ne l'est jamais trop. Mais peut-être qu'effectivement, à un moment, là, j'ai pris le monde dans la gueule. Et entre 20 et 25 ans, j'ai passé des moments extrêmement sombres, oui. Yvan, l'hosto pendant plusieurs mois, tout ça pour épater la galerie? Oui, ça c'est... On devrait se méfier des roues arrière incontrôlées. Surtout sur un muret, et comme ça. Ça, c'est mon côté école de cirque. Oui, j'ai eu un très grave accident de moto. J'étais pilote de motocross à l'époque et aussi apprenti journaliste. Et je me souviens, j'allais chercher des œufs et du bacon. Et ben l'omelette, je l'ai faite. Voilà, il y a une voiture qui m'a coupé la route et c'était le 18 juin 86, donc le jour de la mort de Coluche. La veille, voilà. Mes parents sont arrivés le lendemain matin à l'hosto et m'ont dit voilà, Coluche est mort. 1990, ça, c'est une année clé pour vous. La suite, votre parcours, croisé cette fois par Alexandre Lagarde. Comme beaucoup de couples, l'histoire d'amour s'est révélée à la machine à café en 2001. Et oui, la petite pause syndicale qui crée du lien. Ça vient le rouge, je sais. Originalité, votre histoire intime est suivie par 4 millions de téléspectateurs. Et se décline même au cinéma car votre couple a toutes les qualités pour durer. Réactivité, adaptabilité, souplesse. Mais qu'est-ce qui vous a séduit au fait? Petit flashback, car la rencontre est bien antérieure. C'est le bolette, c'est ça, hein? Pour Bruno, c'est sûrement votre assurance, Yvan, proclamée dans différentes émissions de télé. Et pour vous, Yvan, à part le costume de Télézèbre, serait-ce la témérité de Bruno? J'ai tenté de séduire la sœur de Schwarzenegger, là là. il manque d'humour. Oh là 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 là, oh oui. En tout cas, ça fonctionne. Et comme tous les couples, vous prenez vos habitudes. Peignoir sexy pour Yvan, cheveux gominés pour Bruno et de belles nuits blanches. Même quand il n'y a pas de musique, il me sort jusqu'au bout de la nuit. Mais les défauts se révèlent au grand jour. Mon côté maniaque, un peu obsessionnel. Et pour vous, Yvan, des ongles de Dracula. Et vient le temps des premières infidélités. Quel appétit, Nancy. Bruno flirte le premier avec le cinéma où il se prend pour Napoléon et Pierre Mendès France avant de fréquenter une nouvelle bande et 3 fois de suite la vérité si je mens. Les autres, ça sent poil de zboob. Ça, c'est de la vachette argentine. Du coup, vous vous accoquinez avec les gitans, Yvan, et vous lancez dans la guitare flamenca. Mais d'un breton, fallait un peu s'y attendre, non? Les Bretons sont des gens qui sont ouverts, ils aiment faire des rencontres. Mais y a pas que les bretons, hein, puisqu'en réponse, Bruno s'envole en terrain inconnu chez les Mongols. Ce sera un souvenir impérissable. Et voilà. Pour la fin de l'histoire, il y a ces retrouvailles au théâtre que vous aviez déjà fréquentées, mais séparément, avec Duras, Feydeau. C'est que c'est drôle. Mais après 25 ans, vous restez lucide sur votre histoire, et avec raison. Ni vous ni moi ne savons ce qui nous attend et c'est bien là tout son charme. À tout de suite. C'est votre coming out, là? Qu'est-ce que vous pensez de Canal+ et de la purge Bolloré? Quelle tristesse. Bolloré, c'est là... c'est à vous... Ce que je préfère chez lui, c'est ses autolibres, moi. Ouais. Ça, c'est à vous dégoûter du régionalisme, hein, pour le coup, parce que Bolloré, il est breton. Vous soutenez Ça m'attriste. Vous soutenez la grève des salariés d'ITélé? Évidemment. Absolument. Absolument. Bah, on les comprend. Si vous voulez rester digne et crédible dans l'exercice de votre métier, vous savez très bien qu'aujourd'hui, les journalistes, c'est une population assez décriée. Ils ne sont pas loin derrière les hommes politiques. C'est quasiment égalité. Donc, Ce qui n'est pas juste, d'ailleurs. Donc il faut se montrer absolument impartial. Et là, on
on leur colle dans les pattes, quelqu'un qui, voilà, Morandini, pour ceux qui ont un tout petit peu de mémoire, il suffit d'aller chercher des archives dans la télévision il y a 15 ans, c'est-à-dire les nains pris à pic, les femmes aux grosses poitrines. Et après, c'est lui posé comme un saint juste de la télévision. Mais ça, c'est pas. En fait, moi, excuse-moi, je t'interromps, Yvan, parce que c'est important quand même de dire. La présomption d'innocence, ça, évidemment, on ne peut pas aller contre. Et il a le C'est ce que droit met la direction en avant, de se d'ailleurs, défendre. hein, Et ça, c'est légitime et c'est même rassurant qu'il puisse le défendre avec force, Morandini. Voilà, il est accusé de quelque chose, il se défend. Sauf que, en revanche, la pudeur, lorsque vous êtes un personnage public, politique, comédien, animateur télé, quand vous êtes fédérateur et que vous avez pignon sur rue, si j'ose dire, la pudeur voudrait qu'en attendant les résultats de l'enquête, la dignité, que tu te mettes un petit peu en retrait et t'attendes. C'est arrivé à plein d'hommes politiques, d'animateurs, ils ne le font pas tous, mais en tout cas, on doit prendre l'exemple sur ceux qui le font. Il y en a suffisamment qui le font pour pas qu'on mette en avant ceux qui ne le font pas. De lui-même, il devrait se mettre en retrait. Il devrait dire, écoutez les gars, je comprends, en ce moment c'est un petit peu délicat, je reviendrai, voilà. Après, il fait les émissions qu'il veut, c'est son créneau et tout. Nous, on n'aime pas parce que c'est pas du tout notre ADN, mais indépendamment de ça, il a le droit d'exister. Je regarde les émissions qui ne me plaisent pas, je les regarde pas, c'est tout aussi simple que ça. En revanche, qu'il s'impose dans une rédaction qu'il ne le désire pas, je trouve de sa part ça un mélange d'arrogance, d'imprudence, et qu'il risque de payer cher. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il devrait savoir se retirer. Je trouve ça très surprenant qu'il ne le fasse pas, de lui-même, en tant qu'être humain, justement. Et en plus, même pour mieux défendre sa position à venir lorsqu'il sera, je lui souhaite, innocenté ou pas. Est-ce que vous passez encore des castings, tous les deux? Bien sûr. Des essais, oui. Ah oui, c'est... Pourquoi il ne faudrait pas y aller? Non, c'est une question. Est-ce que parfois ça peut être humiliant ou est-ce que c'est rassurant. Dans le métier, est-ce que c'est quelque chose de normal? Oui, c'est monnaie courante. Un réalisateur, il a besoin de savoir, avant de vous confier les clés du camion, si vous avez le permis, si vous avez, si vous êtes même si la vous avez personne déjà idoine. du C'est background. des castings un peu privilégiés, hein. C'est pas les castings qu'on passait lorsqu'on était débutant, où là, effectivement, on est une quinzaine sur le rôle, voire plus. Là, c'est plus une rencontre avec le réalisateur pour être sûr que ça soit le choix, etc. Le bon choix, et ça, c'est normal, c'est légitime. Et je veux dire, moi, le dernier film que j'ai passé, où on était pas mal, c'était Napoléon, justement, Madame Sans-Gêne avec Mathilde Seigné, réalisé par Philippe de Broca. Et j'avais été pris sur casting, ça fait longtemps que j'en avais pas fait un. J'étais drôlement fier, parce que aussi, tu dis, à l'aune de cet exercice si particulier qu'est la rencontre avec un rôle, oui, la compétition, le terme est peut-être pas très élégant par rapport à notre métier, où il n'y a pas de premier, de deuxième, la concurrence. Plus justement, ouais. Non, c'était... Je trouve ça très... Non, j'en passe plus beaucoup, moi. Je trouve ça très sain, moi. On peut tout de suite parler du cirque? Vous voulez qu'on parle... c'est du spectacle vivant. C'est l'incarnation même Exactement. du spectacle. Alors là, c'est un couple, le couple romanesque, qui bat vraiment, qui se bat pour son existence, son emplacement aussi dans le 16e arrondissement. Tous les deux, vous les avez rencontrés, vous les connaissiez déjà, Yvan, Bruno un peu moins. Donc on s'est rendu sous leur chapiteau. C'est vraiment un cirque familial, artisanal. C'était votre carte blanche. Et vous êtes accompagné d'Alexandra Garde et d'Anne Rousse-les-Blancs. Allez hop, tout le monde en haut. C'est ici le cirque romanesque, tu vois, tenu par Alexandre Romanès et son épouse Delia Romanès. Bon, Romanès, je t'aurais pas dit comment vas-tu, Vina? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ça va? Ça va, mon copain? Ça va. Si je sais pas où dormir un soir, je pourrais toujours venir dormir sous une caravane ici, bien sûr. Peut-être même dans la caravane. Peut-être même dans. Ouais, oui, parce qu'ils sont suffisamment accueillants pour pas faire dormir dessous. Un des grands problèmes des voyageurs, c'est que c'est devenu impossible. C'est trop cher de vivre en caravane. C'est trop cher et c'est trop dur. Parce que tu t'installes où? Il n'y a quasiment aucune municipalité qui accepte de le recevoir. C'est pas une caravane que j'aime, mais bon, c'est tout comme il y a un moteur devant, quoi. Ça s'appelle un camping-car. Un truc américain. Qui est toujours en panne. Qui roule au gaz. Bah oui, il est super vieux. Il est 72, le Et les bousin. chiottes débordent tout le temps. C'est pas vrai? Le truc. Ah, c'est bien, c'est glamour. Eh, le Gadjo, là tu t'en vas où, le Gadjo? Oh, ça fait un numéro, ça! Le grand cycliste argentin, dans un numéro spécial et des claquettes avec des pneus. Ici, c'est du vrai cirque.
et du très bon cirque. La force du peuple tzigane et gitan, sa culture, c'est sa joie de vivre. Et c'est ça, sa force. Ce qui m'impressionne le plus, c'est ça, moi. C'est les numéros d'Yali, la précision technique et en même temps la grâce, l'impression de la facilité. Moi, j'ai toujours trouvé ce qui était magnifique au cirque par rapport à d'autres arts du spectacle, c'est que tu peux pas te présenter devant un public tant que tu ne maîtrises pas ton numéro 1 et 2. Tandis qu'au théâtre, dans la musique, on en a vu, on veut citer aucun nom, mais des gens qui osent se lancer sur scène alors qu'ils savent pas chanter, qu'ils n'ont pas répété, qu'ils savent pas jouer et tout. Non, ils se reconnaîtront. Et j'espère qu'ils auront honte. J'en ai fait un petit peu, moi, au Gala de l'Union, et j'ai répété pendant 1 mois, tous les jours, La roue de la mort, pour arriver à un truc très basique où je tenais juste dans la roue. C'est vrai que ce qui est très séduisant, c'est qu'on ne voit pas l'arrière-cuisine au cirque, on ne voit pas les heures, les journées, les dimanches, les jours fériés à répéter, à travailler. Ce que le public ne sait pas, c'est qu'une minute passée en piste, c'est en principe une année de travail. Et au cirque romanesque, tous les soirs, à 19h, les plus grands jongleuristes, avec les funambulistes, et aussi les trapézistes sceptiques. Lui, les tziganes des cœurs, peut-être qu'il est même plus que moi, des fois. Va savoir. Il y aura une faille à propos des minorités. Moi, il y a quelque chose qui n'est pas réglé à ce niveau-là, c'est que ça soit les gitans, les tziganes, les manouches, toutes les minorités, je suis attiré par elles. Peut-être parce que mon père, qui était communiste, ça faisait partie de ses luttes. Olé! Non, pas rien à voir. Nous, on est attaqués ici. Et il y a eu une manifestation avec 700 ou 800 personnes qui criaient à mort les tziganes, des insultes. Ils ont mis le feu au chapiteau. Ils ont mis ils ont mis le feu au chapiteau aussi. Il y a une association qui prétend qu'on aurait mangé tous les chats. Ouais. Donc moi, je leur ai répondu dans la presse en disant « Vous avez raison » et on s'est régalé. Le mot de la fin, c'est qu'il n'y en a pas de fin. C'est ça, c'est un éternel recommencement, le cirque, et il me tarde d'y revenir avec mes enfants. Et donc, je suis heureux de venir voir des tziganes dans le 16e. Défendre les minorités, c'est le devoir de la majorité. Ah, t'entends un chat? Oui. À table. Pas mal, à table. Ouais. Le cirque romanesque, c'est tous les week-ends hein, jusqu'à fin décembre. Et puis le 9 novembre, d'ailleurs, Alexandre Romanès recevra donc la Légion d'honneur. Et ce grand poète, Alexandre Romanès, grand reconnaissance de la République. Hein, édité chez Gallimard. Quand même. Je peux juste te dire que, heureusement qu'il y a la mairie de Paris via Anne Hidalgo et Bruno Julliard qui soutiennent les Romanès pour qu'ils puissent faire leur métier et rester à Avenue Paris. de l'Amiral Bruy, dans le 16e, à côté de la Porte Maillot. Je conseille à tout le monde d'y aller. Il va y avoir un super nouvel an qu'elle va organiser, Delia. Ça va s'appeler Si tu me quittes, je me jette par la fenêtre de la caravane. Vous qui avez toujours voté à gauche, vous êtes favorable à ce que François Hollande se représente? Oh François, quel dossier celui-là. C'est tout. Bruno. Je suis, comme beaucoup, sidéré, déçu, désappointé. Au point qu'il y a 1 ou 2 ans, j'avais dit dans une émission que je ne voterais plus. Je regrette de l'avoir dit. Je suis revenu dessus parce que c'est une bêtise. Trop de gens qui se sont battus pour qu'on puisse voter, pour qu'on continue à voter. Il y a tellement de pays où on ne vote pas. C'est le dernier recours qu'on ait pour choisir ceux qui devraient nous représenter, nous guider, nous éclairer. Mais le problème, c'est que maintenant, ils nous gouvernent plus qu'ils ne nous guident, plus qu'ils ne nous éclairent, plus qu'ils ne nous émancipent, plus qu'ils ne nous élèvent. Et c'est ça qui me gêne un peu dans la classe politique. Je trouve qu'il y a des gens remarquables dans la classe politique. Ils ont cité Anne Hidalgo, que je trouve courageuse, parce qu'elle aussi, elle a une élection à venir. Sera-t-elle à nouveau maire de Paris? Elle a sûrement très envie de l'être, je le suppose. Elle interdit les voies sur berge à certains endroits. Elle se bagarre. Oui, et pourtant, je pourrais dire que j'en suis une victime. J'en souffre directement. En tant que Parisien. Oui, parce que comme je vais tous les soirs au théâtre, que j'habite à l'autre bout de Paris, et que je vais au théâtre dans le centre de Paris, le théâtre de la Madeleine, je me prends 20 minutes tous les jours en plus. Mais à un moment, il faut faire des choix, il faut savoir. Est-ce que c'est mon petit confort personnel? En plus, j'y vais seul, en voiture, parce que moi, je ne roule pas en 2 roues, hélas. Un accident très grave il y a quelques années très grave. Et les transports en commun? Et qui,
c'est pas vous le mentir, j'ai tenté les transports en commun dans Paris. C'est un peu compliqué quand votre visage est un peu connu de prendre le métro. C'est un peu compliqué. Surtout à 23h, à minuit, quand tu rentres. Hein. Surtout quand je rentre à 23h, effectivement, après le théâtre. Mais bref, en banlieue aussi, cette idée c'est vrai d'habiter en banlieue. que j'en souffre un peu, mais après, quand vous réfléchissez au-delà de votre petite condition, de votre petit confort, et que vous projetez un peu sur quel avenir veut-on laisser, et effectivement, l'avenir de la ville de Paris, nom de nom, c'est de passer peut-être par moins de voitures, même pas peut-être, c'est qu'il faudra passer par là. Donc tu passes par des mesures qui ne sont pas nécessairement populaires. Je trouve que ça, c'est le courage des politiques. C'est le courage politique. Ouais. Et ça, elle pourrait être une maire de droite. Hein. Il y a des maires de droite et il y a des hommes de droite que je trouve avoir un certain courage politique aussi, ça m'arrive. Vous irez voter aux primaires, vous, de droite? Ah non. Ah non, c'est leur problème. Moi, qui je sais choisissent. pas si, Ah ouais, bah, Vous y pensez? Ah oui. Oui, parce que tu as peur que Sarkozy se fasse élire, t'en fais pas. Ils n'ont pas besoin de toi, il passera pas. C'est cette stratégie-là que vous avez en tête? Oui, bien sûr. Ouais. Ah oui, c'est quand même incroyable. Enfin là, alors puisque maintenant on parle de Sarkozy, avant on a parlé d'Hollande, et à chaque fois il y en a pas un pour relever l'autre, c'est quand même terrible quoi. Ils nous méprisent un petit peu, enfin ils ont une politique qui est parfois méprisable et qui rend du coup les gens méprisables. S'ils nous estimaient un peu plus, je suis persuadé que les gens sont tout à fait amenés à s'élever. Et quand on s'élève tous ensemble. Et c'est ça vraiment l'idée d'une société. Il y a sans doute des choses formidables qui ont été faites par le gouvernement socialiste, j'ose l'espérer, mais c'est pas ça qui ressort. Ce qui ressort, c'est les sans-dents, c'est la névrose générale et une névrose qui n'est pas soignée, qui n'est pas accompagnée. Voilà. Et donc, mais c'est notre époque aussi qui veut ça. C'est-à-dire que qui est le personnage le plus important aujourd'hui à droite de François Hollande? C'est Manuel Valls ou c'est Gaspard Hanser, son communicant? Ganzer. C'est qui la personne la plus importante? Et d'après vous? Eh ben, d'après moi, de ce que je vois, moi, parce que moi, j'y suis pas, moi, là-bas, à l'Élysée, je suis ni coiffeur, ni cireur de chaussures, donc je sais pas comment ça se passe, mais les échos que j'en ai, quand je vois un reportage, une immersion à l'Élysée, qui parle à l'oreille du président? C'est pas Manuel Valls, c'est le petit gars qui a fait une grande école de communication, voilà, c'est lui qui lui parle tout le temps à l'oreille. Un enchaînement. Attendons l'heureux élu. Ah oui, c'est là par c'est drôle. Ah oui, c'est bien fait. Oui. C'est bien fait. Vous êtes au Théâtre de la Madeleine dans cette pièce d'Éric Assous, mise en scène par Jean-Luc Moreau. Vous disiez, Bruno, moi, j'ai pas très envie en ce moment parce que le théâtre m'inspire pas. J'ai pas très envie de monter sur les planches. Mais pourquoi celle-là? Parce que déjà, ça fait des années qu'on avait envie, qu'on avait sollicité autour de nous l'idée de faire une pièce ensemble. Et tout ce qu'on recevait, soit ça ne nous plaisait pas, soit ça nous plaisait, mais ça ne s'est pas fait. C'est les méandres de ce métier, c'est normal. Donc, pourquoi celle-ci? Parce que celle-ci, elle réunissait tout. C'était assez logique. Elle réunissait déjà l'idée qu'elle était drôle, mais qu'il y avait un fond assez jubilatoire autour d'une gêne d'un mec qui vient et qui a des idées diamétralement opposées aux nôtres et en même temps qui nous confronte à nos propres lâchetés quand il nous dit « Mais vous, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place ?» Et là, on voit les limites de notre grande théorie du bonheur, de la bienveillance et de la générosité. Surtout aussi. la mienne. La mienne, je suis pas. Non, mais la mienne. Je suis pas très ragoûtant non plus. En fait, ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est que bon, déjà, il y a le savoir-faire, la patte d'Éric Assous, qui n'est pas le dernier de sa classe. Et pour une fois, je crois peut-être même la première fois, il s'aventure effectivement sur le terrain un peu politique, social en tout cas. Il faisait des comédies beaucoup sur le couple, sur de l'époque. l'idée du couple. Sociétal. Voilà, sociétal, de l'époque. Et donc, et avec des enjeux qui sont très très forts. Très contemporains. Et donc, voilà. Alors là, le principe de la comédie, c'est que, voyez-vous, on arme la catapulte, et plus on arme, et plus le public voit la pression qu'on est en train de mettre dans l'élastique, plus ils se régalent, parce qu'ils savent très bien qu'à un moment, ça va partir. On regarde la bande-annonce. 7h25, t'es en avance. On n'avait pas dit d'heure. Je suis ni en avance ni en retard, j'aurais même pu arriver ce matin. On lui annonce pas non plus un décès. Ah, mais tu vas voir que ça va lui faire un choc. Charline se marie bientôt, elle vient dîner ce soir avec son fiancé. Salope.
Jeff. Non, Joseph. Jeff, c'est pour les intimes. Vous verrez, c'est quelqu'un de... Il est un peu différent. Bah, il est con, alors. Voilà, il est con, c'est le mot que tu cherchais. Parce que con, au-delà d'un certain seuil, on est différent, hein. Très, très con, c'est ça? C'est pas le genre de rencontre qu'on oublie facilement. T'as vu comment il me regarde? Il me sourit. Noël, excusez-moi, pardon. Tu dis que tu l'as touché au ventre. Le Chicano? Ouais, pourquoi? Bah parce que le ventre, c'est vaste. Quelle partie du ventre? Le foie, l'estomac, le côlon? Non mais s'il a pas touché d'organe vital. Non mais le ventre, c'est vital, Mélanie, hein. Tu peux pas vivre si t'as pas de ventre. Hein. Vous vous regardez? Ah oui, 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 la mais... première fois. Ouais, et alors? Eh ben, Est-ce que vous êtes très critique vis-à-vis de vous? Bon, oh non, je crois pas, moi, non, j'avoue que... Si. Horriblement. Si, on regarde les intentions, l'écoute, qui est fondamentale dans la comédie et surtout au théâtre. Donc oui, parce qu'on se voit pas, évidemment, Qu'est-ce que vous avez appris l'un de l'autre, puisque c'est la première fois que vous vous retrouvez sur les planches? On a joué tellement de fois ensemble. Vous savez, quand on faisait Caméra Café, c'était plus du théâtre que du cinéma ou de la télévision. Mais là, il y a un public. Oui, évidemment, il y a un public, mais ça, Mais par contre, on l'a vécu chacun de notre côté. L'apport du public, on sait quelle est voilà, la transmission directe de votre énergie qui vous est rendue par le public, ça on a l'habitude. Mais en revanche, les techniques de jeu, la faculté à se déplacer, à se comprendre sans même se regarder, on l'avait beaucoup déjà travaillé pendant les 5 années qu'on a passées au quotidien quasiment avec la troupe de Caméra Café. Parce qu'on jouait face caméra en fait dans Caméra Café. On jouait pour le public du balcon en fait. On jouait, voilà, légèrement, la caméra était un peu en plongée comme ça. Et nous jouions pour le public du balcon. On jouait toujours face, même quand il y avait quelqu'un qui était derrière. Notre devoir était de lui parler, de lui dire « Oui, j'ai très bien compris ce que tu me disais, mais ce que j'étais en train d'expliquer. » Donc un peu comme au théâtre, où il faut, dans la mesure du possible, rester le plus en connexion avec le public. Alors, mais quand même, pour répondre à votre question, moi, j'ai appris un peu de diplomatie chez Bruno. Voilà. Parce que, évidemment, c'est des rapports humains, nos métiers. Ils ne reposent que là-dessus. Et donc, Bruno est diplomate et je devrais en prendre de la graine. Et ça se traduit comment? Bah, ça se traduit que, voilà, pour faire passer une idée, moi, j'arrive et j'ai une clé 12 et lui, il prend un rabot, il prépare un petit peu, il patine. Il est plus bûcheron et moi plus menuisier. Et qui obtient un gain de cause le plus facilement? C'est lui, forcément. Je veux dire, celui qui maîtrise... Il a fait l'école du Quai d'Orsay. Oui, c'est ça. Il portait des costards croisés au bord des piscines à Panama. Est-ce que vous aimez cette astreinte quotidienne? C'est pas une astreinte. Oui, c'est vrai, tout le monde nous dit oui, c'est ça. C'est chouette, quoi. Puis tous les soirs, c'est comme un musicien. Tous les soirs, tu sais que tu vas kiffer, quoi, normalement. Puis c'est le cas avec cette pièce. Et puis tu vas pouvoir, tel l'artisan, tu vas pouvoir un petit peu passer du papier de verre ici, tu vas pouvoir travailler ça, essayer autre chose. C'est pour ça que ça s'appelle le spectacle vivant, quoi. C'est génial, parce que là, on fait le métier, quoi. Au cinéma, vous figez pour l'éternité une réaction, une intention, un jeu. Au théâtre, vous avez l'occasion, chaque soir, de proposer même des choses infimes que même presque vos partenaires ne voient pas nécessairement, mais qui sont des petites victoires personnelles. On parle des partenaires, Mélanie Page, Mathilde Pénin et David Brécourt, et puis le metteur en scène Jean-Luc Moreau, et tous les 4, ils ont croisé leur regard sur vous deux. Le plus angoissé, je dirais Bruno. Bruno a un côté très concentré, peut-être plus. Celui qui est angoissé, même dans la rue, même dans sa voiture avant d'arriver au théâtre, c'est Bruno. Yvan, plutôt dans déconner, être comme si tout allait bien, comme si. Yvan est très très cool. Il est sérieux mais cool. Et puis il monte en température généralement au cours de spectacle. La meilleure mémoire, c'est Bruno, ça, il n'y a pas de problème, ouais. Sans enfoncer l'autre. Bruno. Ça, c'est sûr. Je crois que celui qui est le plus rapide au point de vue de la mémoire, c'est Bruno. Et je pense que celui qui discute le plus, qui est le plus pointilleux, c'est Yvan. Il a pinaillé toutes les répétitions.
sur chaque mot. T'as pas vu ça? Tu vois, parce que là, elle lui met un coup de sabre. En fait, il n'est pas docile. Du tout. Un rebelle, quelquefois, c'est comme un ado. On a l'impression qu'il veut juste prendre la tête. Mais moi, j'adore. Bruno, à la fois, c'est un très très gros travailleur et à la fois, c'est un acteur assez instinctif aussi. Bruno, ça peut l'énerver. S'il rate un truc, il sort et... Putain, merde, j'ai raté ça, j'aime pas... ouais. Bruno est un garçon assez extraverti. Yvan est plutôt introverti. C'est plutôt ça, quoi. C'est pour ça qu'ils se complètent très très bien tous les deux. Bruno, j'adore sa tendresse, le fait qu'il soit coach, mais comme une maman, quoi. Et puis Yvan, ce qui m'a plu, c'est qu'au début, je le trouvais très taiseux. Et en fait, il est très attentif, très doux. Ils sont vraiment comme des frères. C'est au-delà de l'amitié. C'est-à-dire que ils peuvent aussi se prendre la tête comme des frères, mais on sent que c'est tellement profond. C'est de l'amour. Il y en a un qui boit un petit verre, je crois que c'est Bruno. Et je sais que Yvan, inlassablement, je dis bien inlassablement, joue de la guitare. La guitare d'Yvan est un tic. Il fait en plus comme j'ai la loge pile au-dessus et qu'on a les tuyaux communs, je suis un petit peu dans sa loge. Ça se parfume, c'est celui qui aura le meilleur parfum. Donc ça sent la luxure, ça sent le parfum très chic dans les loges et tout. Je sais qu'il fait un peu de sport, un peu de... Je crois qu'il y a pas mal, il y a concours d'abdos, concours de pompe. Je crois que Bruno entretient son corps musclé. Bruno, votre corps musclé? Oui. Je fais gaffe, j'ai 52 ans. Est-ce que vous pourriez me faire quelques pompes, s'il vous Oui, plaît? pas de problème, mais enfin, je ne suis pas un clown non plus. Quelques pompes, et commentées par Yvan. En plus, s'il fait des pompes là, il risque de se... Comme il est froid, il ne faudrait pas qu'il se claque. Mais non, mais je le vois. Hein. Ouais, on court. Non, c'est vrai que... Je fais beaucoup de sport. On n'est pas sûr que ce soit vrai. Si. Ouais, je vous... Je sais pas, j'ai un corps de type replay et avachi. Un peu. Un petit peu de bedaine, là. Non. Vous savez, il y a un exercice ici qui s'appelle le dos à dos. Oui. Alors, je vous y emmène. Dos à dos avec vous, Yvan. Oui, Catherine. Dos à dos avec vous, Faites Bruno. résonner votre diaphragme dans ma colonne vertébrale. Voilà, c'est bon, hein, c'est bon. Si vous étiez star du X, quels seraient vos noms d'acteurs? Bruno Solo, ça sonne bien. Ouais, Bruno Solo, c'est pas mal. Yvan Le Bolloc, pas terrible. Non. Le Bolloc, ça veut dire couille en anglais quand même, hein, je veux pas dire, mais... Bolloc et Solo, je trouve que c'est pas mal. Ça vous dit rien, Nevermind the Bollocks des Sex Pistols? Voilà, tout est dit. Le surnom que vos femmes vous donnent? Dans le X, moi, c'est le Bronco du Finistère. Et vous, Bruno? La chistera basque. D'origine basque. Est-ce que vous avez des tocs? Les tocs, je fais attention à mes ongles parce que c'est un peu mon outil de travail. Alors dès que je m'en brise un, ça devient un drame national. Tout le monde porte le deuil pendant une semaine. Et recherche l'ongle perdu. Est-ce que vous avez déjà abusé l'un ou l'autre de votre notoriété? Oui, en expliquant à monsieur l'agent que d'habitude, je respecte la limitation de vitesse. Et que je ne me reconnais pas moi-même. Et que là, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais c'est la voiture est devenue folle. Voilà. J'ai mis des chaussures trop lourdes. D'habitude, je conduis en tongs ou pieds nus. Et là, j'ai mis des Rangers. Et ça, ça a appuyé. Vous savez comment c'est sensible, ces pédales d'accélérateur. Semelle de plomb. Non, moi, j'en ai profité dans un couloir de bus. Une fois, j'étais en retard pour aller au théâtre, justement, quand je jouais au théâtre Montparnasse. Et j'étais à la bourre. Et j'ai pris un couloir de bus, mais sur une distance très considérable. Le flic m'a arrêté, un flic m'a arrêté, m'a commencé à me pourrir, et puis quand je lui ai expliqué la situation, il m'a escorté avec sirène jusqu'au théâtre. Qu'est-ce qui vous fait douter de vous-même? Moi, je pense que les certitudes figent et le doute fait avancer. Donc tout ce qui me fait douter me fait avancer, donc j'aime l'idée de douter. Mais toi, t'as lu un précis de philosophie avant de venir. C'est quand même très complexant, cette histoire. Qu'est-ce que vous faites, Yvan, en cas de déprime? Ah, par contre, ça, je ne connais pas cet état-là. Ça ne dure jamais plus qu'une journée. Et pourtant, en Bretagne, et notamment dans le Finistère, on est encouragé. J'ai tourné 3 mois là-bas, mon Dieu. C'est un beau pays, mais
il pleut pas que sur les cons. Je dois être très très con parce que moi j'en ai pris mais tous les jours dans la gueule. Bruno, qu'est-ce que vous jalousez le plus chez Yvan? Bah, son physique quand j'étais un peu plus jeune et puis maintenant je me trouve plus beau que lui. Donc c'est plutôt à lui qu'il faut demander. Yvan, qu'est-ce qu'il y a de réac en vous? Qu'est-ce qu'il y a de réac en moi? Oh, j'ai envie de vous dire mes costumes. Hein. Il n'y a plus personne qui porte des costumes pareils. Hein. Balkany. Ça, c'est le côté. C'est entre le vendeur VO chez Citroën et le tenancier d'un dancing qui s'appelle le Paso Doble sur la N3 après Metz. La convention sociale qui vous agace le plus? Moi, ça a commencé très tôt. C'est quand j'ai tiré le caddie des Richman à Saint-Nom-la-Bretèche. Là, je peux vous dire que... Ranger les caddies sur le parking du Carrefour, tu veux dire? Non, qu'il est con. Non, tu sais, quand tu tires les caddies avec les clubs de golf, ça s'appelle caddie. Au golf, moi je joue au golf et voilà, j'ai pas ce problème. Et là, croyez-moi, j'ai tout de suite compris ce que c'était que la lutte des classes. As-tu l'amour rédhibitoire? Oh, écoutez, moi un jour, vous avez reçu Gilles Delpy ici et j'ai trouvé qu'elle avait eu la réponse la plus drôle que j'ai jamais entendue, la plus audacieuse. Elle a dit une demi-molle. Et ça m'a fait hurler. Donc maintenant, c'est devenu mon credo. Hein. Tue l'amour, une demi-molle. Et sans aucun doute. La chanson, allez, tous les deux, qui vous rend heureux. Ah, bah, c'est celle qu'on a choisie avec Bruno. Enfin, bon, j'ai un peu influencé. Oui, ouais, mais ça, on le sait. Oui. Et ça figure sur l'album La Manoucherie Royale. Alors, La Manoucherie Royale, c'est un titre que nous devons à Alexandre Romanès, puisque je lui ai demandé de me choisir un titre pour l'album. Et un jour, il est rentré dans un bar et il a dit « Alors, ça va, La Manoucherie Royale ?» Ça a fait rire tout le monde. Il m'a appelé, il m'a dit « Voilà, j'ai trouvé ton titre. » C'est magnifique, c'est vraiment un très beau. Et voici une chanson qui s'appelle Las Estrellas. Cuando yo me siento solo, me pongo a mirar el cielo. On danse toujours avec Catherine à Mais pourquoi tu nous mets pas du son? Ah ouais, on n'entend pas là. Et il n'y a pas de clip? T'as pas de clip? Faut que tu tournes des clips. Ah ouais. Faut que je trouve de l'argent pour tourner des clips. Vous savez ce qu'ils sont en train de se dire, je vais tout vous raconter. Il faut qu'on trouve de l'argent pour faire un clip. Voilà. C'est vrai. Donc, il finance tout, Yvan. Hein. Beaucoup, ouais. Tout seul, hein. C'est quand même. On le dit à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous écoutent. Si vous avez un peu d'argent trop, n'hésitez pas. Ah, non, mais c'est mécène. Ce qu'il faut surtout, c'est acheter l'album. Voilà, parce qu'avec ça, on va tous pouvoir s'acheter des attaches remorques neuves. Enfin. C'est celui-là. Merci les amis d'être passés. Mais je vous en prie. Merci, alors c'est au Théâtre de la Madeleine. C'est du mardi au samedi. C'est à 21h. On va jouer aussi certains dimanches à 15h. On fait les matinées le samedi et le dimanche. Et le dimanche aussi en matinée, et puis tous les jours à 21h. Ouais. Jusqu'à fin janvier. Remercier l'artiste femme qui est exposée sur le plateau Théo Café. Elle a pour nom Femme Titam. Elle expose jusqu'au 30 novembre sur rendez-vous, rue du Temple à Paris. C'est un travail pictural abstrait. C'est un carnet de voyage qui l'ont mené de Belleville aux îles Vanuatu, en passant par Grenoble, le Mozambique, le Liban ou Majorque. Et son nom, vous le retenez, Femme Titam. Vous êtes sensible, vous, à l'art plastique? Oui, j'ai trouvé qu'il y avait des couleurs très apaisantes. Je l'ai dit à Bruno, le bleu, vraiment, a des vertus. Il y a beaucoup de bleu sur votre plateau. Par contre, la prochaine fois, quand on viendra, il faudra prévoir un seau pour le thé, parce que ça, c'est des doses de junior. Vous en avez mis partout. Ben oui, c'est-à-dire que moi, j'aime bien quand... C'est le secret des théières, j'ai jamais compris. En fait, une théière, ça sert à servir à côté de la tasse. Oui. C'est quand même vrai, ça. J'ai jamais vu une théière qui était capable... Vous êtes maladroit. Oui, ça doit jouer aussi. Oui. Mais moi, je suis très sensible à la peinture, pour revenir là-dessus, énormément. Je passe ma vie dans les expositions, à la FIAC notamment. Aussi. Merci beaucoup Yvan Le Bolloc, merci beaucoup Bruno Solo. Merci Catherine. C'est nous. Merci, c'est toujours un plaisir. Au revoir Catherine. On se retrouve demain en compagnie d'Alexandre Jardin. Et puis cette émission, elle est rediffusée cette nuit. Vous pouvez la revoir aussi sur plus.fr, également sur notre chaîne YouTube. C'est souvent là que je la vois, moi, la nuit. C'est vrai, quand je reviens du théâtre, je revois les rediffs. En after. En after, en quelque sorte. Allez, portez-vous bien, passez une très très bonne journée à demain 7h pour un nouveau rendez-vous et un nouveau thé au café. Au revoir. Au revoir. Merci. On fait un petit selfie, vous êtes d'accord? Yes. Beautiful.
she